Alors, nous, on va parler aujourd'hui donc de nos maladies qu'on a en commun sur le plan digestif et articulaire. Donc, merci d'avoir mis à l'honneur la rhumato aujourd'hui. Alors, c'est pas une situation si rare que ça. Et donc, la manifestation ostéo-articulaire qui va être le plus souvent représentée avec la Miki, c'est la spondyloarthrite. Donc, c'est vraiment une grande famille de rhumatismes inflammatoires qui intègrent, qui partagent des caractéristiques communes et un terrain génétique commun. Donc, la chef de file, bien sûr, c'est la spondyloarthrite ankylosante, suivi du rhumatisme psoriasique, des spondyloarthrites un peu plus rares quand même à début juvénile, et les arthrites réactionnelles donc, qui font suite aux infections urogénitales sexuellement transmissibles ou bien des infections digestives. Certains auteurs classent également, alors le pointeur du coup on a dit que voilà. Certains auteurs y classent également le SAPHO. Alors c'est un acronyme clinique et radiologique et iconographique pour synovite, acné, des pustuloses palmoplantaires, une hyperostose et une ostéite, alors qu'il y a un phénotype clinique radiologique un peu à part, donc qui est mis voilà, en dehors de la sphère. Lorsqu'on n'arrive pas à classer nos spondyloarthrites de manière très précise, elles sont dites donc indifférenciées. Là. Et bien sûr, donc on a nos spondyloarthrites liées aux entérocolopathies inflammatoires, donc qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors d'un point de vue terminologie, depuis 2012, les choses ont un peu évolué. On a essayé de mieux décrire, de décrire au mieux le phénotype clinique et radiographique de nos spondyloarthrites. Donc on a à la fois les spondyloarthrites donc axiales dans un premier temps, où on définit le critère radiographique avec la présence d'une sacroïlite en radiographie conventionnelle, donc qui est la classique spondyloarthrite ankylosante, et la forme non radiographique qui, elle, donc, a le même tableau clinique que la spondyloarthrite ankylosante, mais n'a pas cette sacroïlite en radiographie conventionnelle. Ça n'exclut bien sûr pas la possibilité d'une sacroïlite en IRM par contre. Au sein des spondylarthrites périphériques, on a les formes articulaires, donc qui donnent donc, des arthrites avec un caractère érosif ou non en radio, et les formes antésytiques pures qui donnent un tableau globalement de polytendinopathie. Alors on peut préciser en plus le phénotype en ajoutant des manifestations extra-articulaires comme du psoriasis, des uvéites, ou bien sûr en ce qui nous concerne ici, des Miki. Un phénotype n'exclut pas l'autre. Bien sûr qu'une spondyloarthrite axiale peut s'associer à des manifestations articulaires périphériques antésytiques. Alors on sait que 50% des patients environ vont développer des signes extra-digestifs, dont la plus fréquente bien sûr c'est la manifestation ostéo-articulaire. Donc il va toucher 10 à 20% des maladies de Crohn et des RCH, alors sous forme plus fréquemment d'arthrite périphérique, mais on peut avoir tout simplement des sacroïlites en imagerie isolées, asymptomatiques. En effet, le pourcentage de patients qui vont finalement remplir les critères cliniques de spondyloarthrite est beaucoup plus faible, de moins de 5%. En général, l'atteinte périphérique va évoluer parallèlement à l'atteinte digestive, mais pas toujours. On le verra juste après. Et l'atteinte axiale, elle, clairement, elle évolue indépendamment de l'atteinte digestive, avec un sexe ratio de 1 pour 1. Alors cette association SPA-Miki, elle est quand même bien connue, mais probablement sous-estimée. Une étude néerlandaise s'est intéressée à cette question. Alors ils ont recherché de manière systématique, standardisée, au moins une fois par an, chez 350 patients atteints de Miki, un signe au moins évocateur de spondyloarthrite. Et on voit que chez au moins un tiers des patients, on a eu au moins un symptôme évocateur de SPA, que malheureusement qu'un patient sur deux va bénéficier d'un avis rhumatologique, alors que cette consultation va, dans plus d'un cas sur deux, diagnostiquer une spondylarthrite. Donc, c'est pas assez robuste pour extrapoler tout ça, mais en gros, ça suggère quand même l'importance de rechercher à titre systématique des signes articulaires chez les patients atteints de Miki et de ne pas hésiter à solliciter un avis rhumato dès lors qu'on a un symptôme évocateur. Alors, quels sont ces symptômes évocateurs ? On a deux grandes parties, les manifestations plutôt périphériques et axiales. Donc les manifestations articulaires périphériques, ce sont les plus fréquentes. Elles vont toucher 10 à 20% des maladies de Crohn, 5 à 10% des RCH, plus fréquemment la femme, avec un tableau, en gros, soit d'oligoarthrite plutôt des membres inférieurs ou de polyarthrite, mimant des polyarthrites rhumatoïdes. Presque toujours, elles surviennent chez des patients dont le diagnostic de Miki est déjà établi, avec un délai diagnostique pouvant aller de quelques mois à plusieurs années. Et les principaux facteurs retrouvés comme associés sont la présence d'un érythème moureux, d'une uvéite, du pyoderma ou une aphthose. Alors, il faut quand même noter que dans une grande majorité des cas, les manifestations articulaires, c'est pas toujours aussi facile, c'est pas une arthrite, ça va être des arthralgies inflammatoires sans gonflement articulaire. Donc, au sein de ces manifestations articulaires, on distingue deux principaux phénotypes.
alors qui vont différer par leur prévalence, l'évolution, leurs caractéristiques cliniques et le groupe génétique. Alors le type 1, c'est le plus fréquent, il est oligo-articulaire ou polyarticulaire. Il touche 29% des Crohn, 35% des RCH, et il va toucher moins de 5 articulations, plus volontiers les grosses articulations des membres inférieurs, avec un caractère vraiment typiquement asymétrique, migrateur. Leur apparition est corrélée à l'activité de la Mickey, donc on va avoir très souvent une poussée de maladie digestive qui va être synchrone d'une poussée articulaire avec un gonflement articulaire qui, lui, peut être résolutif spontanément dans les 10 semaines. Les principaux facteurs associés sont l'érythème et l'uvéite, et ce type 1 est classiquement associé au groupe HLA-B27. Et maintenant, on identifie aussi le B35 et le HLA-DR103. Le type 2, un peu plus rare, est plutôt polyarticulaire, donc touche 20% des Crohn et 24% des RCH. Donc, on va avoir plutôt un tableau de polyarthrite, au moins 5 articulations, plutôt les petites articulations, les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes distales. Ça mime une polyarthrite, mais avec un caractère nettement asymétrique qui fait douter pour une PR classique, et avec un caractère qui peut être lui destructeur et érosif. Alors l'évolution, elle est plutôt chronique. La poussée, elle peut persister, traîner quelques mois à plusieurs années, alors jusqu'à 3 ans, et elle n'est pas du tout corrélée, moins corrélée en tout cas à l'activité de la maladie. L'unique facteur associé, c'est l'uvéite, et le groupe antigène retrouvé, c'est plutôt le B44. Donc quand on fait une demande génétique, on ne demande pas spécifiquement le B27, mais on demande un typage génétique HLA A et B. Alors, en ce qui concerne les manifestations axiales, donc, qui vont toucher le rachis, la paroi thoracique antérieure et le bassin, elles sont quand même moins fréquentes que l'atteinte articulaire périphérique. Elles vont toucher 3 à 5% des patients de Mickey. Et la chronologie est classiquement différente. En général, c'est plutôt un patient dont le diagnostic de spondyloarthrite est déjà posé, qui vont développer des signes intestinaux, avec un délai pouvant attendre même jusqu'à 20 ans d'apparition. Les hommes sont plus fréquemment atteints que les femmes, et l'évolution est indépendante de l'activité de la maladie. On a une prévalence équivalente entre les deux Mickey, donc entre RCH et Crohn. Il n'y a pas non plus de parallélisme entre la sévérité digestive et la sévérité articulaire, contrairement à l'atteinte périphérique. Parfois, l'atteinte axiale, c'est simplement la présence d'une sacroïlite isolée en imagerie. Alors, selon les études, on a 7 à 12% de sacroïlites en radiographie conventionnelle qui vont être décrites. Prévalence qui est probablement sous-estimée, puisque si on s'intéresse aux études scanographiques, qui elles vont analyser beaucoup plus finement les berges articulaires, la prévalence peut monter à 20%. Alors d'un point de vue clinique, quels symptômes doivent vous alerter? Donc c'est à peu près les mêmes symptômes que la spondyloarthrite idiopathique, les SPA liés au Mickey. Donc l'atteinte rachidienne va donner un tableau classique de dorsolombalgie évoluant depuis plus de 3 mois chez un patient âgé de moins de 45 ans, avec un début plutôt progressif, et c'est surtout l'horaire inflammatoire qui est pathognomonique assez caractéristique de l'ASPA. C'est vraiment les réveils la nuit, en seconde partie de nuit, vers 3 à 4 heures du matin, ou alors les réveils précoces vers 5-6 heures, et surtout un dérouillage matinal qui va être prolongé. Alors on dit que c'est significatif au-delà de 30 minutes. Quand le patient nous dit je dérouille quelques minutes, c'est pas significatif d'un horaire inflammatoire. Ça va surtout s'aggraver au repos, et ce qui est typique, c'est le patient qui me dit moi je suis bien quand je bouge. Ça s'aide à l'activité physique. Le site de départ est classiquement la charnière dorso-lombaire, malheureusement pas toujours, avec une irradiation ensuite ascendante et descendante. L'atteinte sacro-iliaque, elle va se traduire par une atteinte, donc on dit fessalgie ou pygalgie, donc c'est vraiment une douleur en pleine fesse, qui peut aussi bien être unilatérale, bilatérale, et le plus caractéristique, c'est encore la sciatalgie tronquée à bascule. Alors la sciatalgie tronquée, c'est vraiment une douleur en pleine fesse qui va irradier sous le pli de la fesse et qui n'a pas du tout de caractère neurologique, radiculaire, aucune tonalité neuro, ce qui la différencie bien de la sciatique d'origine discale. L'atteinte de l'appareil thoracique antérieur, alors elle est quand même plus rare, il y a beaucoup de diagnostics différentiels malheureusement, donc qui traduit l'atteinte des articulations sternoclaviculaires, manubrio-sternales et chondrosternales. Alors, on a rarement des arthrites évidentes objectivement, ça arrive, mais c'est quand même plus fréquemment des arthralgies simples inflammatoires. Alors, dernière entité, c'est l'atteinte anthésitique périphérique. C'est quand même l'atteinte caractéristique de la spondyloarthrite. Donc, l'anthèse, c'est cette zone d'ancrage, d'insertion des tendons, des ligaments, des capsules dans l'os. Donc là, on a un exemple de tendon calcanéen. Donc, à droite, on a le calcanéum, à gauche, le tendon calcanéen. Et au centre, cette zone transitionnelle, cette zone d'ancrage qui est plus tout à fait du tendon, qui n'est pas encore de l'os et qui est cette zone d'anthèse qui va subir les remaniements inflammatoires et ensuite expliquer la production osseuse qui est caractéristique de la spondyloarthrite avec
cicatrisation anormale ossifiante le long du trajet de l'anthèse. Alors dans les Mickey, on retrouve 5 à 10% d'atteinte anthésitique, donc c'est un peu moins fréquent. Elle est rarement isolée, assez volontiers associée aux manifestations axiales et articulaires. Alors toutes les anthèses peuvent être atteintes. Les anthésites préférentiellement vont siéger sur les membres inférieurs, là où le stress mécanique est le plus important. Et la plus classique, la plus caractéristique, bien sûr, c'est la thalalgie. Alors la thalalgie postérieure qui traduit l'atteinte du tendon achilléen, vraiment voilà, la thalalgie en arrière du talon. Celle qui est sous le talon, c'est la thalalgie plantaire qui traduit l'atteinte de l'aponévrose plantaire. Ce qui va être discriminant, c'est quand même l'horaire de la douleur. Typiquement, une thalalgie inflammatoire, c'est une douleur qui va être présente dès le matin, le premier pas, le matin au réveil, avec une amélioration dans la journée. Alors, hormis cette thalalgie inflammatoire, il faut rechercher toutes les autres anthésites cliniquement et à l'interrogatoire. Alors, cliniquement, en palpant et en mettant en tension les anthèses à leur zone d'insertion, donc notamment sur les épicondyles, donc en regard des coudes, de la tubérosité tibiale antérieure en regard des genoux, des ischions, du bassin. Donc, il faut vraiment examiner le patient et l'interroger sur tous les autres sites. Dernière entité, c'est la fameuse dactylite, l'orteil en saucisse, donc qui correspond à cette tuméfaction globale de l'orteil et qui correspond à une anthésopathie inflammatoire distale. Donc il y a plusieurs raisons. En fait, il y a une arthrite, il y a une atteinte du tendon, ça donne une ténosynovite, et il y a aussi une atteinte de l'anthèse inflammatoire en distalité. Donc cette atteinte de dactylite, elle est pathognomonique du rhumatisme psoriasique. Alors, outre les manifestations, donc on a dit axiales, pelviennes, périphériques, il faut rechercher des manifestations extra-articulaires, alors que nous, en pratique, ça fait partie de l'interrogatoire d'un patient qui vient pour suspicion de SPA. On va rechercher du psoriasis présent ou ancien, une uvéite également présente ou ancienne, et des signes, alors je ne vais pas repréciser, mais on va demander au patient s'il y a des troubles digestifs fonctionnels, soit qui ont précédé l'atteinte dans le mois précédent, qui orienterait vers une arthrite réactionnelle, ou tout bêtement des signes digestifs au long cours. Alors, quelle est la place de la génétique dans tout ça? Alors, la génétique, bien sûr, on l'a dit, la plus fréquemment associée, l'association la plus fréquente, pardon, c'est le B27. Alors, son intérêt diagnostique, il est quand même discutable dans le cadre d'une spondyloarthrite ankylosante certaine, avec un tableau clinique certain, une sacroiliite à la radiographie conventionnelle, c'est pas obligatoire et nécessaire. Par contre, dans les cas douteux, sa positivité permet d'appliquer les nouveaux critères ASAS qu'on verra un peu plus loin. Alors, son absence n'élimine bien sûr pas le diagnostic. On sait qu'on a au moins 10% de vrais SPA qui sont B27 négatives. Et dans le cas particulier des SPA liés au Mickey, on sait que sa prévalence est moindre que dans la SPA idiopathique, que de 50 à 75%. Donc, oui, voilà, on peut le faire, mais il n'est ni suffisant et ni indispensable. En effet, lorsqu'il est positif, il ne signe pas non plus la maladie. Tout patient B27 n'a pas de spondyloarthrite. On sait que 6 à 8% de la population caucasienne est B27 positive et que pourtant 97% d'entre eux ne développeront jamais de spondylarthrite. Donc à prendre avec des pincettes. Alors tout ça, ces critères cliniques, la génétique, bien sûr, c'est pas toujours spécifique de spondyloarthrite et donc on est assez demandeur de techniques d'imagerie qui pourraient apporter des réponses objectives. Alors la radiographie standard, elle reste à l'heure actuelle toujours recommandée en première intention devant toute suspicion de spondylarthrite en faisant des clichés dorso-lombaires, sacro-iliaques et des articulations douloureuses. Alors on va rechercher des lésions structurales, donc la plus caractéristique bien sûr c'est le syndesmophile, donc cette ossification sous-ligamentaire de l'anthèse vertébrale qui apparaît très progressivement, lentement, qui apparaît après une phase inflammatoire, et qui va se différencier clairement de son petit cousin l'ostéophyte qu'on voit dans l'arthrose par son caractère plutôt fin, beaucoup moins grossier, surtout sa direction qui est verticale. L'ostéophyte c'est horizontal, le syndesmophite lui il est vertical. Deuxième entité qu'on peut retrouver, c'est la mise au carré des vertèbres. Alors ça correspond à ce comblement de la concavité de la face antérieure du corps vertébral et qui est dû en fait à une hyperostose, donc pareil ça fait encore suite à la phase inflammatoire, une hyperostose entre le ligament longitudinal antérieur et la face antérieure du corps vertébral. Sur une radio de face, on peut voir cet aspect classique, alors on en voit de moins en moins, puisque c'est vraiment des SPA historiques, on voit plus tout ça grâce à nos traitements. On voit cet aspect de colonne bambou ou en rail de chemin de fer, alors en fait c'est vraiment expliqué par l'ossification pluriétagée des ligaments intervertébraux le long du rachis. Et lorsqu'on regarde une radio de profil, on peut avoir une ossification vraiment en pont liée à la fusion entre les syndesmophiles. Donc ça, c'est vraiment des stades plutôt tardifs. Alors, les sacro-iliaques subissent les mêmes stades évolutifs. On les classe en 4 stades. Alors, c'est un peu flou, il faut me croire sur parole.
Le stade 1, ça correspond à l'aspect de pseudo-élargissement, donnant un aspect assez flou de la sacro-iliaque. Le stade 2, on va visualiser des érosions. Au stade 3, des condensations. Et le stade 4, c'est la fusion avec l'interligne qui disparaît au profit de l'ankylose. Alors, la sacroïlite radiographique, au sens strict du terme, elle est définie par un stade 2 bilatéral ou un stade 3 unilatéral. Au niveau périphérique, on recherche les mêmes stades évolutifs. Donc là, on a un exemple d'anthésopathie périphérique chez un patient avec spondylarthrite. On va identifier un stade 2 qui correspond au stade érosif en regard de l'insertion de l'anthèse, donc là au niveau de l'angle postéro-supérieur du calcanéum. Et là, bien sûr, la classique épine calcanéenne, alors qui cette ossification le long de la plonévrose plantaire, c'est pas du tout spécifique de spondylarthrite malheureusement, puisqu'on peut les retrouver dans des sursollicitations mécaniques assez fréquemment. Mais en tout cas, voilà, quand on a des lésions disséminées en regard de plusieurs sites d'anthèse, la suspicion diagnostique, en tout cas, grandit. Alors, quelle est la place de l'IRM à l'heure actuelle? Elle a pris une très grande place dans notre démarche diagnostique. En effet, elle permet un diagnostic, en tout cas imagérique précoce, pré-radiographique, quand seules les lésions inflammatoires sont visibles. Alors qu'on l'a vu en radiographie conventionnelle, on voit les lésions structurales anciennes qui sont apparues à un stade tardif. Donc pour comprendre les lésions élémentaires qu'on peut retrouver en IRM, il faut se rappeler alors, très schématiquement les 3 grandes étapes de la spondylarthrite, de la physiopathe. Au départ, ça commence toujours par un stade inflammatoire en regard de l'anthèse, qui ensuite fait place à la destruction avec l'apparition de l'érosion, et enfin après de la 3e étape qui est la reconstruction osseuse avec l'hyperostose, les anthésophytes, et bien sûr, ça peut aller jusqu'à l'ankylose. Donc deux principaux types de lésions sont individualisés en IRM. On a les lésions inflammatoires actives qu'on va rechercher en séquence T2-STIR, donc qui est primordial pour nous d'avoir devant une suspicion de SPA. On va rechercher l'œdème médulaire osseux et les lésions structurelles qu'on va rechercher en séquence T1 à type d'érosion, d'hyperostose et d'ankylose. On y intègre aussi les reconversions graisseuses qui, elles, vont prendre la place des lésions inflammatoires lorsqu'elles auront régressé. On le verra juste après. Alors, toutes ces lésions sont aussi bien recherchées au niveau du rachis que de la sacro-iliaque. Elles ne sont pas toujours spécifiques, malheureusement. Et on n'a pas de consensus clairement établi à l'heure actuelle. Alors, toutes les sociétés savantes s'accordent quand même sur le fait que, devant toute suspicion de spondyloarthrite, il faut au minimum une IRM des sacro-iliaques. C'est d'ailleurs le seul site retenu dans les critères de classification. L'IRM du rachis dorsolaire, elle va être réalisée soit devant des rachialgies clairement inflammatoires, soit en seconde intention. Lorsque l'IRM sacro-iliaque est négative ou douteuse, elle peut apporter quand même des renseignements assez précieux. Alors là, je vous ai mis un exemple de, j'ai pris la chose typique, c'est malheureusement pas toujours comme ça, d'un patient avec spondyloarthrite où on a cette cohabitation de lésions d'âge différents, c'est vraiment cette dissémination temporelle des lésions qui est les pathognomoniques quand même de la spondyloarthrite. On a à la fois sur la sacro-iliaque droite un infiltrat graisseux, donc on verra en hypersignal T1 et en hyposignal STIR. Et au contrôle latéral de la sacro-iliaque gauche, une sacroïlite inflammatoire en hypo T1 et en hypersignal STIR. Donc, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi franc. De nombreuses anomalies IRM sont retrouvées et parfois, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre une part mécanique ou inflammatoire. Et c'est vraiment l'analyse de la topographie lésionnelle, l'analyse de la biomécanique de la sacro-iliaque qui permet de s'en sortir. Alors, un petit rappel anatomique de la sacro-iliaque, elle a 2 parties principales pour schématiser les choses, une partie antérieure synoviale et une partie postérieure ligamentaire. Alors, on sait que les zones de contrainte où les surcharges mécaniques sont les plus importantes sont la partie antérieure et moyenne. Donc, dans ces parties-là, à l'IRM, on va avoir classiquement des anomalies de signal, même chez les patients asymptomatiques, et ça ne signe pas une spondylarthrite. Donc, c'est vraiment ces portions-là qu'on identifie. Alors, quand elles sont isolées, c'est vraiment interprété avec la plus grande prudence. Lorsqu'il y a une atteinte postéro-inférieure de la sacro-iliaque, alors là, véritablement, on évoque quand même une atteinte rhumatismale, c'est beaucoup plus sensible. Au niveau du rachis, on va rechercher les mêmes choses. Alors, on a 4 grandes entités identifiées dans l'atteinte du rachis. Alors, la première, la plus classique, c'est la spondylite de Romagnus. Elle correspond à cette inflammation des coins antérieurs ou postérieurs d'ailleurs, qui est due en fait à l'anthésopathie inflammatoire des ligaments longitudinaux. Donc au niveau antérieur, c'est l'atteinte du ligament longitudinal antérieur, et au niveau postérieur, l'anthésopathie inflammatoire du ligament longitudinal postérieur.
On a aussi les atteintes ligamentaires vraies et pures, donc par exemple l'atteinte du ligament interépineux, où on a aussi le ligament jaune et le ligament supraépineux, mais là j'ai pas d'image correspondante. Et troisième entité, on va avoir vraiment un tableau d'arthrite du rachis, donc par l'atteinte des articulations synoviales. Les trois principales retenues, c'est l'atteinte des articulations zygapophysaires, des costaux vertébrales et des costaux transversaires. Alors vraiment, quand on regarde une IRM, il faut vraiment tout balayer, aller rechercher toutes les articulations, pas simplement le corps vertébral, il faut aller rechercher les articulations avec les côtes à la recherche d'arthrite. Dernière entité, la dysite aseptique d'Anderson, qui correspond donc à ce remaniement inflammatoire du disque intervertébral et des plateaux vertébraux adjacents. Alors, le diagnostic principal différentiel, c'est bien sûr la spondylodysite infectieuse. Donc, il ne faut pas méconnaître. L'atteinte infectieuse doit être évoquée donc, quand on a une atteinte du disque particulièrement, ou quand on a une sacroïlite qui est unilatérale et isolée. Il faut aller au minimum faire une injection de gadolinium, de produit de contraste, pour essayer de différencier et faire la part des choses. Une autre origine qui est quand même beaucoup plus fréquente dans la pratique quotidienne, c'est l'origine mécanique. Alors à nouveau, c'est l'atteinte de la topographie lésionnelle qui va nous sortir de bien de situations et qui augmente la spécificité de l'IRM. Donc on sait que l'atteinte dégénérative mécanique, elle va se localiser plus volontiers le long du disque, le long des plateaux vertébraux, contrairement à l'atteinte rhumatismale qui, elle, va être plutôt atteindre le compartiment antérieur du corps vertébral en regard du ligament longitudinal. Les atteintes mécaniques vont aussi être plus volontiers présentes dans les coins antérieurs au niveau de la syphose, au niveau de la concavité de la syphose dorsale ou à l'apex de la lordose lombaire. Donc, il faut voir vraiment le rachis comme un S de profil. Et il y a des zones de contrainte qui sont les plus importantes, notamment au niveau de la syphose dorsale ou à la partie supérieure du rachis lombaire. Donc là, les contraintes mécaniques sont hyper importantes, dont les signaux inflammatoires en IRM sont hyper fréquents. Alors au niveau périphérique, la radiographie malheureusement ne permet pas non plus un diagnostic précoce d'anthésite. Donc on a deux imageries qui sont à l'heure actuelle assez importantes pour nous, c'est l'échographie et l'IRM. Alors l'échographie, elle a un intérêt qui est double, à la fois dans le diagnostic positif, mais aussi dans le diagnostic différentiel. Il est très facile de mettre un coup d'écho sur un genou pour rechercher une chondrocalcinose sous-jacente ou des signes de Booth par exemple, qui ne sont pas incompatibles avec une MICI. Toutes les anthèses périphériques peuvent être analysées. Nous, en systématique, devant la démarche diagnostique de spondyloarthrite, on étudie les talons, les coudes et les genoux. Et bien sûr, les articulations douloureuses également. Alors, à la recherche en mode B d'une anomalie de la structure du tendon et en Doppler puissance d'une hypervascularisation qui traduit le caractère inflammatoire. Alors, le Doppler puissance, il est assez utile parce qu'en fonction de la localisation du Doppler, s'il est au contact de la corticale osseuse, c'est davantage évocateur d'une atteinte rhumatismale, alors que s'il est à distance dans le corps du tendon, on est plus dans une atteinte mécanique. Donc là, c'est plutôt des exemples de patients avec spondyloarthrite. On voit qu'on a une érosion avec une hypervascularisation au sein de l'érosion. Ça, c'est assez typique quand même d'une atteinte rhumatismale et d'ailleurs de mauvais pronostic. L'arthrite périphérique, quant à elle, classiquement, va donner une hypertrophie synoviale avec plus ou moins de liquide et d'épanchement selon le caractère aigu ou ancien. Donc on va avoir une synovite, une hypervascularisation quand on est en phase active, avec potentiellement des érosions osseuses. L'IRM, quant à elle, donc, qui est moins accessible, mais qui est très performante dans le diagnostic d'anthésite, elle va rechercher donc, déjà des lésions structurelles à type d'érosion, comme la radio, mais on verra peut-être plus précocement. Et surtout, ce qu'on voit plus précocement, c'est l'œdème osseux en regard. Donc, ce qui est assez typique de l'atteinte inflammatoire de l'anthèse, c'est vraiment cette réaction osseuse au contact, puisque l'inflammation débute par l'inflammation de la portion dans l'os. Donc ça, c'est vraiment typique d'une atteinte inflammatoire. De même qu'au niveau de l'aponévrose plantaire à ce niveau. Alors la scintille, elle est très mauvaise pour le diagnostic de spondyloarthrite axiale. Elle est vraiment une faible sensibilité, spécificité pour l'analyse de la sacroiliaque, mais elle garde mon intérêt dans les formes plutôt polyarticulaires, polyanthésopathiques, dans les formes diffuses. Donc elle permet une cartographie lésionnelle et surtout elle est performante pour le diagnostic d'anthésite. Donc comme on disait, l'anthésite débute par l'inflammation de la portion intraosseuse du tendon, de l'anthèse, et donc en scintille va se traduire par une hyperfixation osseuse. Donc c'est pour ça qu'elle est notamment donnant quasi un tableau d'ostéite. Donc c'est pour ça qu'elle est assez utile dans le SAPHO, puisqu'on a cette entité d'ostéite, et donc on l'utilise volontiers dans une suspicion de SAPHO. Et elle permet également d'éliminer de nombreux diagnostics différentiels,
mais ça je ne détaille pas. Alors avec tout ça, comment on fait le diagnostic? Alors on n'a pas de critères diagnostiques à l'heure actuelle, on n'a pas ce signe ou cette imagerie qui va nous dire c'est une spondylarthrite. Donc en pratique, les anciens critères de classification de New York, d'Amor et de l'ESSG qui reposent majoritairement sur des critères cliniques sont utilisés dans la routine pour nous aider dans la démarche diagnostique, mais il faut quand même rappeler que ce sont des critères de classification initialement qui servent à homogénéiser les patients. Et donc, voilà, on ne peut pas éliminer une spondylarthrite que sur des critères de classification. Les nouveaux critères qui ont été établis, alors moi qui sont plutôt jeunes quand même, c'est de 2009, qui classent les formes axiales et périphériques, qui ont intégré cette fois-ci le paramètre de la CRP, alors qui malheureusement, comme dans la maladie de Crohn dans les MICI, n'est pas toujours élevé. Et bien sûr la sacroïlite en IRM. Donc en gros, si on a un patient avec MICI qui va développer des rachalgies inflammatoires avec soit une sacroïlite à l'imagerie, soit un B27 positif au diagnostic, il est plié globalement, alors que dans dans la forme périphérique, un patient avec une RCH qui a une enthésite achilléenne typique, également on peut le classer d'emblée en spondylarthrite périphérique. Alors malheureusement, c'est pas toujours aussi facile. Les situations les plus fréquentes sont celles de patients, là je prends le cas particulier des patients avec MICI, mais des patients en général, qui vont arriver avec des arthralgies inflammatoires sans arthrite vraie, avec des rachalgies inflammatoires sans sacroïlite à l'IRM, ou alors des tableaux, alors c'est encore plus compliqué, de polytendinopathie très diffus, mal systématisés, plus classiquement en plus chez la femme, mimant clairement des tableaux de fibromyalgie, donc c'est un peu notre miroir, le miroir des troubles fonctionnels intestinaux. Alors c'est la conviction du patient qui entre en jeu, du médecin, du clinicien, pardon, qui entre en jeu. Vraiment, on va se baser sur des faisceaux d'arguments, plus on a d'items cliniques qui nous orientent, plus on va conforter notre diagnostic, mais il faut vraiment, par contre, être toujours très vigilant sur l'analyse de l'horaire des douleurs. Il faut vraiment retrouver un horaire inflammatoire qui évoque, sinon on dérape rapidement dans le surdiagnostic et dans le surtraitement. Ça, c'est ce que j'ai en résumé. Alors, une fois qu'on a, en tout cas, une forte suspicion diagnostique, au moins établi le diagnostic, quelles vont être les conséquences thérapeutiques? Alors, il y a plusieurs recommandations. Toutes s'accordent sur le fait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont le traitement de première intention, quelle que soit la forme de la maladie. Ensuite, en cas d'échec, les choses vont être différentes selon le phénotype axial ou périphérique de la maladie. Dans les formes axiales, on n'a pas d'autre solution que de mettre le patient sous biomédicaments si la maladie le nécessite. Dans les formes périphériques, on a l'option des traitements conventionnels synthétiques, on va le voir juste après. Et bien sûr, on le redétaillera à la fin, toutes les mesures non médicamenteuses qui ne sont pas une alternative, qui sont surtout la pierre angulaire avec les anti-inflammatoires du traitement. Et parfois, ça suffit. Alors la place des anti-inflammatoires, elle est double à l'heure actuelle, à la fois dans le traitement de première intention, c'est le traitement que l'on donne à tous nos patients atteints de spondylarthrite, alors avec une petite réserve qu'on va développer après par rapport aux patients avec une MICI, ils ont d'ailleurs fait la preuve de leur efficacité dans l'atteinte et dans la prévention des lésions structurales dans les formes axiales. Donc c'est pas un faux traitement, des patients qui arrivent en disant moi je ne veux pas prendre ça toute ma vie. Oui, mais c'est le traitement, ils ralentissent l'évolution de votre maladie. Deuxième intérêt, c'est un critère diagnostique, au même titre que la présence d'un psoriasis, d'une uveitis ou d'une MICI. Et donc par contre, il faut savoir l'analyser de manière assez rigoureuse, c'est-à-dire que la sensibilité à l'anti-inflammatoire, c'est la disparition des douleurs en moins de 48 heures et surtout une rechute à l'arrêt. Encore une fois, les patients disent oui, mais je l'ai pris, mais c'est revenu. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça a marché? Et si ça revient, c'est encore plus caractéristique de son efficacité. Alors, leur utilisation dans le cas particulier de la MICI est assez controversée. La plupart des études vont quand même les contre-indiquer ou les déconseiller du fait du risque de poussée. Alors, certaines études s'y sont intéressées. Elles ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre les patients traités par Coxib sur la fréquence des poussées ou entre patients traités et non traités. Alors, elles ne sont pas assez robustes pour démontrer l'innocuité des Coxib, mais nous, en tout cas, en pratique quotidienne, c'est quand même ceux qu'on va privilégier en première intention, après accord du gastro, bien sûr. Alors, ensuite, la place des traitements conventionnels synthétiques. Alors, ils ont uniquement leur place dans les spondylarthrites périphériques qui vont résister au traitement de première intention ou bien quand il y a une contre-indication ou une intolérance aux AINS. Donc, les deux principaux candidats sont le méthotrexate et la salazopyrine. Le métaux, lui, c'est le traitement d'ancrage de tous nos rhumatismes inflammatoires, donc notamment dans la SPA périphérique, qui aurait montré une efficacité dans le Crohn, pas dans la RCH.
et la salazopyrine, donc qui associe le sulfapyridine et la 5-ASA. Donc c'est une option thérapeutique de la SPA périphérique, toutefois avec un niveau de preuve qui est assez faible. Donc vraiment quand on la privilégie, c'est dans les formes très peu sévères ou alors avec les formes associées au MICI. Donc dans les RCH, elle a montré une efficacité similaire au 5-ASA pour induire la rémission, pour induire la rémission de l'RCH, voire même une efficacité supérieure dans le maintien de cette rémission. Alors que dans le Crohn, ça n'a pas du tout été démontré, elle est clairement inférieure à celle du 5-ASA. Donc en pratique, nous, quand on a une SPA avec Crohn, on pense plutôt au méthotrexate, alors que quand on a une SPA avec RCH, on pense plutôt à la salazopyrine. Alors un petit mot sur les biomédicaments. Donc j'ai vraiment sélectionné ceux qui ont la double indication. Donc concrètement, quand on est en échec du traitement de première intention ou dans les formes axiales, on va aller aux anti-TNF-alpha en première intention. Les trois principaux sont les anticorps monoclonaux, que vous connaissez bien, le Cimzia, donc il peut être utilisé a priori dans la MICI, mais hors AMM, et l'étanercept, bien sûr, lui n'a pas du tout sa place, il n'a pas montré son efficacité. Alors quand nous, on va induire en tout cas un traitement par anti-TNF, on choisit toujours la posologie adaptée à la MICI, ou en tout cas en accord avec le gastro-entérologue en fonction de l'activité de la maladie digestive sous-jacente. Quand on est en échec à un premier anti-TNF alpha, on a désormais le choix de changer de classe thérapeutique. Alors dans la forme périphérique, on a quand même plus de solutions avec les anti-L12 et L23. Dans la SPA axiale, on a quand même moins de choix. On a les JAK inhibiteurs. Alors récemment, on a eu l'AMM et le remboursement donc pour toutes les indications avec le Rinvoq, qu'elles soient articulaires ou digestives. Alors nous, en tout cas en rhumato, on a été un peu refroidis quand même par les études avec les recommandations du PRAG. Donc c'est vrai que chez les patients un peu âgés avec des facteurs de risque cardiovasculaire, etc., on le donne plus. Personnellement, je ne le donne plus en première intention. Alors la mono ou la combothérapie, c'est la question. Alors dans la polyarthrite rhumatoïde, clairement le métaux va permettre de diminuer l'immunogénicité. Dans la SPA, c'est pas prouvé. Et alors en regardant un petit peu les études dans la MICI, il semblerait quand même que ça a un intérêt pour la diminution des anticorps antibiomédicaments et ça permettrait de maintenir la réponse. Donc voilà, ça après on laisse la main au gastro, nous on ne met pas à titre systématique, mais on connaît bien ça dans la PR. Alors les autres mesures, alors je les mets en dernier, mais pourtant elles ne sont pas inutiles. Alors si on devait en retenir deux principales, c'est vraiment le sevrage tabagique. Il faut s'acharner à rabâcher, vérifier, discuter, expliquer 15 fois, 10 fois, parce que c'est vraiment un facteur de mauvais pronostic à plusieurs échelles. En ce qui nous concerne, nous, en tout cas, ça accélère le risque de lésions structurales, ça peut aggraver la sensation d'insuffisance respiratoire chronique par la double composante obstructrice et restrictive avec l'ankylose vertébrale. Ça augmente le risque cardiovasculaire et ça aggrave le statut osseux. Deuxième grande règle, c'est de faire du sport, d'être actif, faire du sport. Ça limite le stress qui va être, lui, potentiellement pouvoir être poussé digestive et articulaire d'ailleurs. Et le régime alimentaire, alors c'est peut-être pas toujours cohérent avec l'atteinte digestive. En tout cas, nous, sur le plan du rhumatisme inflammatoire, on a vraiment des recommandations bien établies qui sont le régime méditerranéen. Je ne sais pas si après on pourra en reparler, enfin, si c'est des choses qu'on peut appliquer aussi au MICI. Il faut éduquer, informer le patient, il faut l'accompagner aussi dans ses démarches par rapport à son activité professionnelle, quand il faut réadapter l'ergonomie et éventuellement penser à des reconversions. Je passe très rapidement sur les autres thérapeutiques, antalgiques, corticoïdes, chirurgie, je ne détaille pas. Dernière diapo, après on va à la pause. Alors la SPA c'est bien, c'est la plus fréquente, il faut quand même penser aux autres pathologies éventuelles. Alors l'ostéonécrose aseptique, elle est représentée dans 0,5% des MICI. Le principal facteur de risque, c'est bien sûr les corticoïdes, injectables ou oraux. On sait qu'il y a d'autres causes qui sont notamment vasculaires, métaboliques et mécaniques, et elles vont toucher principalement les têtes fémorales et humérales. Le diagnostic précoce repose sur l'IRM. L'ostéoarthropathie hypertrophiante, alors voilà, qui n'est pas si fréquente, qui associe un tableau clinique d'hypocratisme digital, de périostose et d'arthralgie, qui est corrélé à la fibrose intestinale et dont le diagnostic va reposer essentiellement sur la scintigraphie osseuse. Donc j'en disais déjà un mot sur la fragilité osseuse. Les MICI fragilisent l'os, nos spondylarthrites, nos rhumatismes inflammatoires fragilisent l'os, donc il faut vraiment instaurer un suivi de densité minérale osseuse par une ostéodensitométrie chez les patients atteints de MICI. Il ne faut pas méconnaître bien sûr toutes les autres causes de rhumatisme inflammatoire, les PR, les rhumatismes microcristallins et bien sûr les causes infectieuses chez les patients qui sont immunodéprimés et fragilisés par une maladie inflammatoire. Alors un mot ultra rapide sur les manifestations rhumato sous traitement, donc deux causes principales,
le lupus induit qu'on va quand même s'acharner à rechercher avec le dosage des anticorps antinucléaires, et les manifestations paradoxales qui sont liées au traitement, alors qu'on va essayer de gérer tant qu'on peut de manière symptomatique, mais lorsque c'est trop invalidant pour le patient, on est parfois amené à changer de traitement de fond, en espérant qu'il n'y ait pas ces effets secondaires-là avec l'autre médicament. Alors s'il y avait un message à retenir, un seul aujourd'hui, c'est qu'il faut y penser, il faut le rechercher, il faut questionner les patients. Nous, à la consulte, on questionne les patients sur du PSO, sur des signes digestifs. Il faut questionner les patients atteints de MIPI. Il ne faut pas hésiter à adresser au rhumatologue et pas se faire piéger par les atteintes imagériques. Le diagnostic, c'est vraiment repose sur un faisceau d'arguments majoritairement cliniques, les anomalies IRM à prendre avec des pincettes parfois. Et les conséquences thérapeutiques, c'est qu'on ne traite pas toujours, il n'y a pas forcément d'escalade thérapeutique à tout patient qui a une spondylarthrite. Ça va dépendre de la réponse au traitement de première intention et des mesures non médicamenteuses. Donc, en ce qui concerne le traitement par DIMARD, en gros, salazopyrine, c'est pour les RCH, plutôt pour les maladies de Crohn avec spondylarthrite. Et bien sûr, en première intention, on fait toujours appel au traitement anti-TNF-alpha. Et la décision ensuite, bien sûr, est toujours influencée par l'échange et la collaboration entre les gastro et rhumato. On ne fait pas chacun les choses de notre camp. Enfin, en tout cas, moi, je donne la main à la gastro qui, elle, induit le pronostic vital potentiellement, contrairement à l'atteinte rhumato. Voilà. Et j'ai essayé d'être la plus rapide possible.